Salut les assoiffés de sang fictif, bienvenue dans Movie Dev Contest, parce qu'il faut bien se lâcher. Joyeuses fêtes les assoiffés de sang fictif. Ah, décembre, le mois des fêtes de fin d'année, des cadeaux, des grosses bouffes et des retrouvailles en famille, ou pas, vu la situation spéciale de cette année. Alors avec McCoy, on va essayer de vous réchauffer le cœur avec 2 péloches 100% Noël. Pour ma part, j'avais envie de revenir sur un film made in France qui date de 2006, j'ai nommé Shaitan. Réalisé par Kim Chapiron, Shaitan est un conte de Noël qui nous narre les mésaventures d'une bande de jeunes qui n'en ont rien à foutre de cette fête et qui veulent juste pécho. Attirés par la tentatrice Eve, ils se retrouvent dans l'antre du malin en compagnie de personnages aussi glauques que malsains. Côté casting, la tête d'affiche est Vincent Cassel qui se charge d'interpréter Joseph. Vincent Cassel, c'est énormément de films, La Haine, l'histoire de Jacques Messrine, Irréversible, Doberman, que j'adore et que je vous recommande. Les autres acteurs sont moins connus du grand public, mais on peut noter la présence de Lajli, qui a réalisé Les Misérables, qui est sorti l'an dernier, si je me souviens bien. Bon, on va se le déballer, ce petit film ? C'est parti pour Shaitan. Le film débute dans une boîte de nuit, le DJ il est chaud. On est là pour foutre la merde. Demain c'est le réveillon de Leonard, là on en a rien à battre de Noël, on s'en bat les couilles des fêtes. Pas bien. Et ensuite, on a ce détournement des paroles du Christ. Bah voilà, vous avez vexé Jésus. On rencontre 3 des personnages principaux, Bart, Ty et Ladj, squatteurs de canapé de boîte devant l'Éternel. Ils scotchent sur une jolie gazelle qui se drémousse sur la piste. Bart prend du courage en liquide, pendant que Ty, plus téméraire, fait la connaissance de la jolie fille qui est copine avec Yasmine, la barmaid que Ty connaît, auprès de laquelle il va chercher des verres gratos, parce que tant qu'on y est, hein, profitons-en. De son côté, Bart tente sa chance avec une blonde. Et devant son comportement de gentleman, comment résister ? Je demande pas si ça va, je demande si tu veux danser comment. Bien sûr, elle le jette. Le mec de la fille s'en mêle, ça part en bagarre et le videur intervient. Bart joue son show et gagne une bouteille gratos avant de se faire gentiment raccompagner vers la sortie. Toute la bande se retrouve dehors. Bart, dégoûté, veut rentrer. Comment ça on se casse? T'es fou quoi toi? On va pas aller se coucher maintenant. Eve a le plan parfait. On peut aller chez moi si vous voulez. J'ai une maison de campagne. Le temps de faire le plein et de prendre des provisions, en route pour l'after party. Notez que 11 minutes de la péloche sont passées et on a déjà eu droit à un nombre assez conséquent de péchés. Et c'est que le début. C'est quand Noël? C'est demain, trou de balle. Oh putain. En bagnole, Bart est prêt à bouffer à tous les râteliers. Mais bien sûr, ce n'est qu'un rêve. Ils arrivent au petit matin, enfin presque, parce qu'ils sont bloqués par des chèvres. Bart cherche l'embrouille auprès d'un bouc qui se laisse pas faire. Bah ouais, tant qu'à faire, ajoutons la maltraitance envers des animaux à ta liste perso de péché, mon petit Bart. Soyons fous. Joseph débarque et c'est le gardien de la maison d'Eve. Petit turc, hein? Lol, il va faire ça avec tout le monde. Le nègre a raison, le gros chinois. Joseph commence à allumer Bart. Arrive un gamin qui dit un truc incompréhensible. Et là, en voyant sa gueule, on commence à sentir le malsain qui s'installe gentiment. On découvre l'immense baraque d'Eve. Bonne chance pour chauffer tout cet espace. Ty s'amuse avec un coussin qui a l'air de beaucoup lui plaire, pendant que Bart se marre lorsqu'il voit une femme passer furtivement. Bonjour madame. Ah, là c'est toi qui te la racontes moins, Ty, hein? C'est Marie, la femme du gardien. Elle est enceinte, alors il faut pas faire de bruit. Marie parle à son enfant à naître. Tout sera prêt pour ta naissance. Papa est parti te choisir de jolis habits et de beaux yeux. Donc le mobile se profile. Joseph tient compagnie à Bart et cherche l'amitié avec lui. Il lui parle d'une grotte chaude et il l'invite à y aller tous les deux. À croire qu'il le drague. Et Bart est très mal à l'aise. Ah, la tête qui inspire trop la confiance. Là, je veux rentrer à cause de sa copine qui arrête pas de le harceler au téléphone. Mais Ty ne veut pas, car il se dit qu'il y a bon avec elle. Donc direction la grotte chaude, mais d'abord ils doivent passer par le village. Voilà une jolie rouquine qui plaît bien à Bart. Joseph joue les entremetteurs, c'est sa nièce. Mais elle aussi, elle pue le malsain. Et elle se montre presque agressive sexuellement. On voit d'autres habitants, et là, ça devient évident, on a affaire à un pur village de consanguins. Ambiance. À la grotte chaude, Joseph exécute un super plongeon, mais ne remonte pas. Quel rigolus ce Joseph. La bande de consanguins débarque. Plus on est de fous, plus on rit, moi je dis. La rouquine est décidément très chaude. Bart est étonnamment pas réceptif, alors la fille reporte son affection sur le chien de Bart, Tyson. Oh,
Eh, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas là-bas, toi. Et plouf, dans l'eau tout habillé. Une scène très malaisante se déroule sous les yeux de la bande. Mais non, mais c'était une blague. Humour. Une bataille de couple s'improvise. Joseph veut jouer et c'est Bart qui va sur ses épaules. Joseph prend le jeu très au sérieux. Et la rouquine aussi. Au point de piquer à Bart un morceau de son anatomie. Bart la traite de tous les noms, l'un des dégénérés s'en mêle et il se prend une patate. Et dans tout ça, Marie elle a gagné des accessoires pour la poupée de son gosse. C'est pas beau ça? Ça va être le plus beau Noël de toute notre vie. Bart et Ty vont chercher du bois. Un serpent s'invite et les deux trous-ducs s'en prennent à lui. Joseph voit ça et devient fou de rage. Je barre de choix, toi aussi. Bart s'écrase. Joseph fait mumuse avec son copain avant de le libérer. Il voit des corbacs bouffer une proie. Et là, je capte pas en quoi ça le perturbe. Donc si quelqu'un a une suggestion, je suis preneuse. À moins que ce serait pas une histoire genre Judas quand il s'est pendu, après il y a pas des corbeaux qui l'ont bouffé, ou alors c'est juste une invention de Mel Gibson, je sais plus. Le soir du réveillon, Noël est arrivé, mais Bart ne s'amuse pas du tout, et il veut partir. Joseph organise un repas de Noël, et il est de très très bonne humeur. Joyeux Noël, les parigots. S'ensuit une discussion d'après-dîner où chacun y va de son petit discours sur la religion. À travers blasphème et contradictions, il y a des questions intéressantes qui sont soulevées. Mais bien sûr, la discussion part en couille. Qu'est-ce qui s'en bat les couilles de moi, Dieu? On en a rien à foutre de ma gueule. Moi aussi, je m'en bats les couilles. Nique sa mère, qu'est-ce qu'il y a? Ladj prévient Bart des dangers du diable. Chétan, il est en train de te manger le cerveau. Joseph leur raconte alors l'histoire d'un mec qui aurait rencontré le diable et demandé l'invincibilité. Le mec serait ensuite rentré chez lui, aurait baisé sa sœur et mis en cloque. Le diable lui aurait dit que ce serait son gosse et qu'il faudrait lui faire un cadeau lors de sa naissance. Pas besoin de sortir d'Harvard pour comprendre qu'il s'agit de sa propre histoire, n'est-ce pas? En tout cas, ça a bien niqué l'ambiance et tout le monde a les foi. Bon, moi, vous connerez, ça m'a donné envie de pisser cette toilette. Marie épie Bart qui lui fait lâcher son cadeau. Joseph débarque et il enguirlande Marie. Ty et Bart s'invitent dans la chambre d'Eve et normal, ils commencent à fouiller dans ses affaires. Eve les cherche et retourne dans le salon discretos. Elle les rejoint, furax parce que quelqu'un a joué au con avec la collection de son père. Pendant ce temps, Yasmine et Ladj font plus ample connaissance. Jusqu'à ce que sa meuf les interrompt. Yasmine est vénère. Elle monte dans sa chambre d'une nuit. Ty et Bart négocient Eve, comme si c'était un morceau de barbac. Je la chauffe, dès qu'elle est bouillante, je te fais croquer et on fait comme on a dit. Elle les esquive, mais ils insistent. N'empêche, Ty, t'as beau dire que Bart est un crevard, t'es encore pire que lui, je trouve. On dirait un chien après un os. T'es pathétique et lourd au possible, mec. Bon, Bart, il se fait tout le temps jeter, et donc il décide de les laisser en duo. Finalement, Eve semble réceptive aux avances de Ty. Pendant ce temps, Yasmine prend un bain et croit que Ladj est venu se faire pardonner. Et j'imagine que c'est Joseph, mais ça restera un mystère. Eve et Ty sont dans la chambre, et Bart vient mendier une petite place. Là, vraiment, t'es le roi des crevards. Et ça fonctionne en plus! Un vrai miracle de Noël! Orgie dans le sang, orgie dans le sang. Joseph les épie mais se fait griller par Ladj. Il va se faire un énième stick et se le fumer peinard dans un pain. Yasmine, elle, va dans un lit qui est déjà occupé. Ouh, ça doit faire bizarre. Joseph va voir si Marie a bien avancé dans son bricolage. Lui-même est prêt à passer à l'action. À présent, tout le monde veut partir sans discussion. Ils entendent un grand bruit qui vient de la pièce du daron d'Eve. Et en fait, c'est la rouquine qui voulait les pranker, et c'est elle qui se retrouve blessée. Et elle est pas venue toute seule. C'est le mec de la grotte là. Ty et Bart pourchassent les deux dégénérés jusqu'au village, pendant que Joseph fait des choses malaisantes au ventre de Marie. C'est dégueulasse. Les deux dégénérés ratent un virage et vont se fracasser contre un volet. Ils semblent morts, mais j'en jurerais pas. Oh putain, Vincent Cassel en gonzesse, ça va pas du tout. C'est un peu une antithèse de sa femme de l'époque, la magnifique Monica. Joseph se décide à venir voir ce que c'est que tout ce bordel, et il débusque un des dégénérés qui s'avère responsable des criquets dans le lit de Yasmine. Il est fou furieux et commence à lui casser la tête. Eve intervient pour le sauver, mais Joseph il s'en débarrasse easy. Ladj intervient, mais Joseph le maîtrise et l'étrangle. Yasmine en est témoin. Là-dessus, Bart et Ty reviennent, et le chien Tyson, il est tout content. Et pas pour longtemps. Ty sauve la vie de Ladj, mais Bart ne peut pas en faire autant avec son chien. Ty se prend une méga raclée, minuit approche. Yasmine se barre dans la forêt, elle cherche même plus à comprendre. Elle a raison. Marie accouche à minuit pétante pendant que Joseph laisse Ty sur le carreau. N'oublions pas que Joseph est invincible, mais avec ses poings, c'est pas du pudding.
Point d'interrogation sur cette éventuelle mort. Joseph est content, il est papa! Il faut fêter cette bonne nouvelle. Sacrifions Pimpin et dévorons sa chair. Mais sacrifiez-moi au démon. Ladj en profite pour l'assommer et il embarque Ty avec lui. Dehors, Bart pleure son chien. Ladj le force à monter en caisse. Joseph fait une apparition à la Jason. Pas de question de laisser s'échapper son fournisseur d'accessoires pour poupées. Il est résistant, il est invincible, mais il se fait quand même éjecter. Ladj lui fonce dessus, puis fonce tout court. Il ne s'arrête même pas pour Yasmine. Que des gentlemen dans ce film. Bart lui ordonne de s'arrêter, mais Ladj est en mode balèque. Sauve mon cul d'abord. Finalement, il s'énerve et lui propose une alternative. Si tu vas aller la chercher, sors ma voiture. Que choisit Bart? Il cherche Yasmine et il revient dans la maison. Mec, t'es un abruti fini. Il entend un chien qui s'avère être le sien ressuscité. Autre miracle de Noël, pourquoi pas. Maintenant, ça bascule dans le total fucked up. Eve se réveille et Joseph saute sur Bart. Équipé de son tire-bouchon, il s'apprête à l'énucléer. Là, c'est encore plus fucked up. On revient en arrière, une manière de dire parce que c'est un rêve, à partir du moment où Bart s'est pris la bouteille. Le chemin de vie est différent. Ty retourne dans la boîte, Yasmine et Ladj emmènent Bart à l'hosto. La salle d'attente, c'est vraiment un rêve cauchemar. Bart est pris en charge par un docteur dont l'assistante est Vincent Cassel. Bart se sauve et demande à Ladj de partir. Ladj est vachement pas d'humeur et il se met à le pourrir comme pas possible. Le docteur doit sauver le bouc à l'aide de passe-partout. Yasmine calme Bart en lui disant que c'est qu'un rêve. Ouais, mais peut-être que la réalité est pire. Et elle l'embrasse. Pour moi, Yasmine, c'est la figure angélique dans tout ce tableau dégueulasse rempli de mecs en chien et de dégénérés violents. Mais malheureusement pour Bart, le salut n'est ni réel ni possible. Oh putain, il a embrassé Vincent Cassel. Il se réveille, les yeux cousus façon bricolage chaussette. Moi je dis ça pue la bonne vieille infection. Il hurle mais est vite bâillonné par le fruit défendu. Et voilà, la poupée de bébé est finie. Gloire à Satan! On a droit à une scène de famille façon Noël, toute mignonne, toute gentille. Et le film se finit sur un gros double plan de Cassel. C'est chaud de faire un classement ce mois-ci, car on sait finalement pas qui meurt ou non. Ty claque-t-il vraiment? J'ai envie de dire oui, mais va savoir après tout. Les deux consanguins qui s'encastrent comme des cons dans un volet, ouais, il y a une forte chance qu'ils soient loin. Mais bon, va savoir. Quant à Bart, on se doute bien que la famille Chétan ne le laissera partir que les pieds devant, mais je ne sais pas. Si ça se trouve, il va devenir un souffre-douleur ad vitam aeternam. Et quid de Yasmine? Peut-être qu'elle s'en sort, peut-être qu'elle se perd en forêt et crève de faim, peut-être qu'un des consanguins du village la chope. Tyson, le chien, est cané, donc s'il le fallait vraiment, c'est à sa mort que j'attribuerais le couteau à beurre de la honte, parce que j'aime pas qu'on tue des animaux, même pour de faux. Donc pas de vrai contest, mais ça a été kiffant de passer sous la loupe ce film aux ambitions toutes simples, néanmoins diablement efficaces. Cette relecture de la nativité et la réactualisation de certains écrits de la Bible, de manière plus générale, font de Chétan un movie qui résonne en ceux qui ont été élevés dans un contexte judéo-chrétien. En plus, si vous aimez bien les sons hip-hop de l'époque, le groupe La Caution avait bien bossé son sujet et avait même créé spécialement pour le film un groupe fictif qui chante une chanson à prendre au 36 millième degré. Et puis, c'est très cool de voir ces petits fouteurs de merde se faire mettre à l'amende par un paysan qui paye pas de mine. Ce film, c'est que du bonheur pour Noël. C'est l'heure d'aller voir ce que McCoy va nous sortir de sa hotte. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Movie Death Contest spécial Noël. Ma recommandation du jour traite du film de Bob Clark de 1974, j'ai nommé Black Christmas, qui aurait pu s'appeler Dark Christmas. Parce que nom de Dieu, pour un film du début des années 70, il est sacrément glauque. Ça peut même paraître étonnant de la part du réalisateur de A Christmas Story, qui lui est tout l'inverse, so cute. Black Christmas raconte comment un tueur sévèrement dérangé va pénétrer une sororité afin d'en zigouiller tous les membres encore sur place pendant les fêtes. On voit dans ce film un effet largement utilisé aujourd'hui, mais assez novateur pour l'époque. La vue subjective. Quand le film se concentre sur le meurtrier, on voit à travers ses yeux. On devient donc le serial killer pour quelques secondes et l'on se voit par exemple pénétrer dans la maison. Et à plusieurs reprises, certains plans suggèrent que le tueur est en train d'observer les donzelles. Mais bon, il y a quand même un indice sonore pour savoir si on est dans la peau du vilain ou pas. Le bougre halète, grogne et glapit sans raison. On est loin du taciturne Jason et du silencieux Myers. D'ailleurs, d'une manière générale, ce qu'on remarque le plus dans ce film, c'est justement l'utilisation du son. En effet, il n'y a quasiment pas de musique dans le métrage. Tout passe par des effets sonores qui s'enchaînent
s'enchaînent entre eux d'une scène à l'autre. Un cri de femme qui se transforme en sonnerie de téléphone, un coup porté dans une tête se métamorphose en bruit sourd d'une personne qui toque à la porte, des gouttes de sang qui touchent le sol prennent de l'ampleur et deviennent des applaudissements, etc. Ces variations de son, couplées à une ambiance électrique, personnages crient, s'engueulent, reçoivent des coups de fil obscènes du tueur, qui semblent être plusieurs dans sa tête et au téléphone, ce qui donne un côté surnaturel, et font que l'ambiance du film vous met réellement mal à l'aise. Et c'est franchement fort pour un film qui date autant. J'ai été hyper surpris car je ne croyais pas que j'allais ressentir ça, et c'est tant mieux. Si ça fonctionne encore, c'est que c'est bien fait. Mais bien sûr, il n'y a pas que la bande sonore qui contribue à vous mettre dans cette ambiance malsaine. Toute l'imagerie et les codes de Noël sont mis à mal dans ce film. Tout est désacralisé. Le sapin est moche, les décorations extérieures ternes, le Père Noël est un type qui ne ressemble à rien et profère des insanités avec des gamines sur ses genoux pendant que les filles de la sororité se bourrent la gueule en parlant de cul. Même les petits chanteurs, qu'on appelle Christmas carolers aux US, dérangent. Dans les deux sens du terme. Ils dérangent de par leur aspect, mais sérieux, on dirait les gamins du village des damnés. Et ils dérangent l'héroïne, qui était au chevet d'une amie qui aurait eu bien besoin qu'on ne la quitte pas. On peut voir sur le visage du perso principal un léger malaise à devoir regarder les mômes chanter alors qu'elle est fatiguée, qu'elle a froid et qu'elle a peur. Les meurtres, eux, sont souvent hors champ, et ça n'enlève rien au trouble ambiant. Et je dis chapeau, parce que ce film est malheureusement sous-estimé, ou en tout cas pas assez reconnu. Moi-même, bien que je le connaissais de nom et de réputation, je viens seulement de le découvrir. Il est pourtant l'un des pionniers du genre, voire le premier, si on suit certains codes et pas d'autres. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, les revues et sites spécialisés le font bien mieux que moi. J'en profite au passage pour remercier Tonton Lo, un collègue Madnote qui m'a généreusement offert son ancienne édition afin que je puisse le visionner. Pour le casting, je ne citerai que les plus connus, donc 2 personnes seulement. Et je ne parle que pour moi, hein. Allez pas m'engueuler parce que j'ai pas cité Pierrette, Pauline ou Jacqueline. Alors oui, normalement on dit Pierre, Paul ou Jacques, mais c'est un film qui se passe dans une sororité. Alors la jante féminine domine, un peu comme chez moi, et probablement chez vous aussi. On a donc Margot Kidder. Ouais, ça se prononce à la Pollux. Margot. La Lois Lane du Superman de Donner, dans un rôle diamétralement opposé puisque dans celui-ci elle épelle correctement fellation, alors que dans l'autre on l'aide à bien orthographier violeur, c'est dire. Elle est également bien plus excentrique dans Black Christmas. Dans Superman, elle minaude en nuisette et dragouille l'homme d'acier en lui demandant si sa super vue lui permet de savoir de quelle couleur sont ses sous-vêtements. Alors que là, elle ne parle que de sexe crûment, joue les provocatrices juste pour le fun et insulte ses camarades juste parce qu'elle peut. Et elle picole la demoiselle dans Black Christmas. Ça, elle suce pas que des glaçons, mais aussi des garçons. Bon, on la voit pas, hein, mais c'est assez clair pour tout le monde. On y trouve aussi John Saxon, un policier, métier qu'il exerce également dans Les Griffes de la Nuit, le premier Freddy quoi, celui de Wes Craven. Il a aussi été un homme extrêmement chanceux puisqu'il a eu l'honneur de travailler aux côtés du demi-dieu Bruce Lee dans Opération Dragon. Malheureusement pour les acteurs de Black Christmas, ils sont tous deux décédés récemment. Kidder en 2018 et Saxon il y a quelques mois seulement. Je vous demanderai donc de mettre la vidéo sur pause et d'observer une minute de silence. Avant de vous dire au revoir, je voudrais dire quelques mots sur les remakes de Black Christmas qui sont au nombre de 2. Le premier en 2006 par Glenn Morgan, le réalisateur d'un autre remake, à savoir Willard avec ce taré de Crispin Glover, et scénariste de quelques épisodes d'X-Files et Destination Finale 1 et 3 entre autres. Ce remake gagne en fun et en gore ce qu'il perd en suspense et en tension. J'utiliserai une expression forte à propos à son sujet, attention les yeux. Pour le second de 2019, c'est Sofia Takal, réalisatrice de Always Shine et d'un bon épisode de la série Into the Dark d'Amazon Hulu, New Year, New You, qui s'y colle. Dans ce deuxième remake, l'accent est mis sur la girl power attitude. Faut pas faire chier les nanas en gros. Pas inintéressant dans ses thématiques et son discours féministe, mais le moins bien des trois. La réalisatrice se concentrant trop sur son sous-texte au détriment de ce qu'on est venu voir à la base, un slasher fun et méchant. Donc pour résumer, dans le premier, les filles étaient de la chair à canon. Dans le second, les filles sont des canons qui prennent cher. Et dans le dernier, les filles chantent en canon comme Sonny et Cher avant de finalement déchanter. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve le mois prochain pour un spécial, je sais pas encore quoi. Ce 6e numéro touche à sa fin. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Merci d'avoir regardé et à dans un mois pour un nouveau Movie Dev Contest. Ciao!